La séance est ouverte. Mes chers collègues, lors de la réunion constitutive de notre commission d'enquête, nous nous étions entendus sur la nécessité de consacrer une partie de nos travaux à l'examen de quelques projets de licenciement collectif contemporain et d'interroger à cette occasion les directions des entreprises à l'origine de ces projets, ainsi que les organisations syndicales présentes au sein de ces mêmes entreprises. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour la première fois avec l'entreprise Michelin. Je rappelle que la société a annoncé il y a quelques mois la fermeture de 2 sites de production, à Cholet et à Vannes, qui emploient près de 1250 personnes, et que cela s'est traduit par l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir un PSE, qui après plusieurs mois de négociations a été signé par la direction et 3 syndicats le 24 mars dernier. Pour évoquer ce sujet et toutes les questions qui l'entourent, nous recevons M. Florent Ménégo, président de Michelin, M. Alexander Lowe, directeur du développement social, Mme Fabienne Guyonèche, directeur des affaires publiques. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre du temps pour répondre à nos questions. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Je vous remercie également de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. D'accord. Seuls ceux qui le jurent pourront prendre la parole. Je le jure. Je jure. Merci. Je vous remercie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Le périmètre de cette commission d'enquête sur les défaillances de l'État, au fond, est finalement assez large. Et en tant que dirigeant d'un groupe international du CAC 40, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer maintenant à 4 reprises devant la représentation nationale sur les enjeux de la compétitivité industrielle en France, dont les sites de Vannes et de Cholet ne sont qu'une simple illustration, malheureusement. Mon propos liminaire aujourd'hui s'inscrira dans le prolongement de ces dernières auditions parlementaires et mon exposé comprendra 3 parties. Une première qui concerne les freins qui pèsent sur la compétitivité industrielle en France et en Europe, les conditions dans lesquelles Michelin exerce sa responsabilité sociale, sociétale face aux décisions difficiles de fermer les sites de Cholet et de Vannes, et enfin les principales recommandations que nous vous soumettons dans ce contexte. Alors, tout d'abord, il y a un graphe très simple que j'ai eu l'occasion déjà de présenter qui montre la situation du marché du pneumatique dans le monde, que vous voyez sur votre écran, et qui montre que depuis les années 2000, vous prenez la courbe violette, c'est les pneus chinois et taïwanais. Vous voyez que la courbe bleu très foncé, c'est l'évolution de Michelin. Notre grand concurrent japonais, c'est Bridgestone. Et le grand concurrent américain, c'est Goodyear. Vous voyez que l'orange, c'est Continental, c'est un concurrent allemand. Et les autres sont des concurrents asiatiques, mais de plus petite importance. Donc vous voyez que nous avons perdu significativement des parts de marché au profit de pneumatiques venus d'Asie du Sud-Est, plutôt Chine et Taïwan. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que Michelin en Europe, de 2013 en 10 ans, aura perdu des parts de marché à peu près sur tous les marchés en Europe, notamment si on prend les pneus de voitures et de camionnettes. Les camionnettes concernent le site de Cholet. Nous avons perdu, les marques premium ont perdu 11 points de part de marché, et les marques en 10 ans, et les marques en provenance d'Asie ont gagné l'équivalent, plus 9 points, un peu plus de 9 points. Et en poids lourd, c'est la même chose. Les marques premium ont perdu 8 points de part de marché, et les marques asiatiques en ont gagné 11, en l'espace de 10 ans. Donc c'est 1 point de part de marché. Ça fait plusieurs années que nous alertons en disant en Europe, attention, il est en train de se produire un phénomène marché significatif. Et puis nous n'avons pas été véritablement entendus. Alors la compétitivité, en fait, le fond du sujet, c'est la compétitivité qui s'est fortement érodée en France et en Europe.
et notamment sur la période 2019-2024, où là, il y a eu une accélération franche de la dégradation, et qui fait qu'en 2024, nous ne sommes plus en mesure d'exporter à partir d'Europe. Ce qui est un élément fondamental dans la compréhension de ce qui se passe sur notre infrastructure industrielle en Europe. Le contexte international protectionniste dans beaucoup d'autres zones du monde et de soutien de leurs industries a créé des déséquilibres dans le commerce international très importants. Je vais prendre une illustration, nos relations avec l'Inde. Il n'y a pas de droit de douane, il y a 0% de droit de douane pour les pneumatiques venant d'Inde. Nous avons une grosse usine qui fabrique des pneus agricoles à Troyes, qui est aujourd'hui très largement sous-chargée, alors que notre concurrent indien, lui, exporte massivement vers l'Europe, alors que nous avons eu pendant beaucoup d'années l'interdiction d'exporter vers l'Inde, et qu'aujourd'hui nous sommes soumis à des quotas qui sont, aujourd'hui, nous avons obtenu une licence d'importation qui est équivalente à 20% de ce que nous vendions en Inde il y a 10 ans. Donc il y a un déséquilibre manifeste dans les relations commerciales entre les États. J'ai pris juste cet exemple-là pour illustrer le propos. Les coûts de fabrication, quand on prend Michelin sur Michelin, c'est très simple. On prend une base 100. En 2019, le coût de production de Michelin, 100 en Asie. En 2024, le coût de production, c'est 100. 100 est resté identique en Asie. On a pu faire des gains de productivité et l'ensemble des structures de coûts n'ont pas varié. Le 100 2019 en Asie, nos coûts de production aux États-Unis, à l'époque, étaient à 127. Ça ne correspond pas, cette graphe ne correspond pas. Si vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir en arrière. Et en Europe, notre coût de production était à 134. Donc on était 34% plus cher que l'Asie à l'époque. Mais on se disait, en allant sur le haut de gamme, on doit être capable de compenser, en faisant de la productivité, on doit être capable de compenser. En 2024, donc la base 100 Asie est devenue 176 aux États-Unis et 191 en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, on est 2 fois plus cher que produire en Asie. Et ce n'est pas nous par rapport à notre environnement concurrentiel, c'est nous par rapport à nous. Il n'y a pas de chose qui a changé. La France exporte et a exporté à peu près 80% de sa production industrielle chez nous. Donc bien sûr, quand on est 2 fois plus cher, exporter à partir de l'Europe, et notamment de la France, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile quand on est 2 fois plus cher. L'autre événement majeur qui s'est produit entre 2019 et 2024, c'est le coût de l'énergie. Donc là, on peut montrer les courbes. Vous voyez que le coût de l'électricité a varié extrêmement fortement et on est devenu aujourd'hui 2 fois plus cher que l'Amérique du Nord en électricité, malgré la baisse récente des 2 dernières années. En réalité, nous sommes non compétitifs dans le prix de l'électricité. Et si on prend ensuite le coût du gaz naturel, si on passe à la slide d'après, vous voyez la même chose qui s'est produite. Là, on est 5 fois plus cher que l'Amérique du Nord. 5 fois. Donc derrière, on n'est pas du tout compétitif sur le prix de l'énergie. Or, vous avez 2 natures d'industrie. Vous avez des natures d'industrie qui font de l'assemblage, qui consomment intrinsèquement peu d'énergie. Et vous avez des industries qui transforment la matière et qui, elles, consomment beaucoup d'énergie. Nous sommes entre les deux. Notre réalité, c'est que nous sommes entre les deux. Bien sûr, le poids de la fiscalité pèse sur nos coûts de production en Europe. La part des impôts de production dans le PIB en France en 2023 est de 4,5%. La moyenne européenne est à 2,4%. Donc on pénalise la production en France avec cette fiscalité. Et le poids des prélèvements obligatoires, je ne vous raconterai que des choses que vous connaissez. De la France est à 45,6%, alors que l'Allemagne est à 40% et que la moyenne de l'Union européenne est à 40%. Les coûts salariaux, l'inflation, quand elle se cumule mois après mois sur les matières ou sur d'autres éléments, passe dans les salaires. Et une fois qu'elle est passée dans les salaires, c'est définitif. Eh bien, les coûts salariaux, aujourd'hui, ont fortement monté en France et en Europe. Et puis en France, on a l'autre problème qui est que le coût pour 100 € de salaire brut, ça coûte 142 à l'entreprise et ça rapporte 77,5 sur nos chiffres aux salariés. Et en plus, vous avez un système progressif, ce qui fait que plus vous montez les salaires, plus cet écart augmente. Et donc derrière, c'est une incitation à ne pas augmenter les salaires. Et l'écart est très différent entre l'Allemagne, le Canada, la Thaïlande, etc.
Ensuite, et enfin, dans les coûts, vous avez l'instabilité réglementaire et l'avalanche de normes qui a cru de manière exponentielle entre 2019 et 2024, avec des incompatibilités entre des règles françaises, par exemple, et des règles européennes. Le logo Triman, qui est incompatible avec la réglementation européenne sur les déchets. Si on prend maintenant nos activités industrielles, ça se traduit par quoi? Nos activités industrielles en France perdent de l'argent. Michelin, en France, gagne de l'argent pour d'autres raisons. Gagne de l'argent parce que c'est un pays du siège, on a de la recherche et du développement qu'on refacture à l'étranger. Par contre, les activités industrielles perdent de l'argent. Et 80% des produits fabriqués en France partent à l'exportation. Donc les prix de vente sont élevés à l'export. Et si on prend l'analyse de notre coût de revient, notre coût de revient en France, si on prend une base 100, notre coût de revient en France, en Allemagne, on est à 98, l'Espagne, donc pas très loin, à 80, la Pologne est à 81, un peu plus cher que l'Espagne, contrairement à ce qu'on peut croire, et l'Italie est à 88. Alors, Michelin est loin d'avoir abandonné la France et est loin d'abandonner la France. Michelin continue à avoir 19 000 équivalents temps plein employés en France, dont 9 000 qui sont dédiés à la production. Nous avons investi 2,6 milliards d'euros en France depuis 2014, donc en 10 ans, dont 1,5 milliard pour moderniser nos outils de production. 50% de nos dépenses mondiales de R&D sont basées en France. Pour 9% de notre chiffre d'affaires en France, nous avons 16% des effectifs mondiaux et nous avons 16,5% des taxes que nous payons dans le monde, versées en France. Entre 2014 et 2024, les effectifs de la manufacture française des pneumatiques Michelin, c'est la société française pour les activités de production de pneumatiques. Je vais exclure toutes les autres activités parce que Michelin investit dans beaucoup d'autres activités par ailleurs, mais pour simplifier le débat, je vais prendre que cette partie-là. Le nombre de postes a diminué en 10 ans de 3400. Nous avons baissé nos effectifs, nos postes de 3400. Mais sur la même période, nous avons recruté massivement. Nous avons recruté 10 000 personnes sur la période de 10 ans. Et en même temps, Michelin Développement, qui est la société spécialisée de Michelin pour vitaliser les territoires, aura créé sur la même période 10 000 emplois. La part des cadres dans les effectifs de la manufacture française des pneumatiques Michelin est passée de 28-29% à plus de 44%, entre 44 et 45%. Ce qui témoigne d'une plus grande qualification des postes. Ça, c'est un mouvement continu que nous faisons, c'est-à-dire que nous élevons le niveau de qualification des postes pour arriver à supporter les différentiels de compétitivité de nos coûts. L'évolution salariale moyenne sur notre périmètre, toujours MFPM, a été de plus 29,75%, soit 7 points de plus que l'ensemble de l'économie française. Et le gain de pouvoir d'achat des salariés Michelin sur cette même société aura été 10 points, de plus 10 points sur la période de 10 ans, contre à peine plus de 3 en France. Donc, quand on parle de l'évolution des salaires, et l'évolution des salaires par rapport à l'inflation cumulée, nous avons fait un gain, nos salariés ont fait un gain de pouvoir d'achat dans les salaires beaucoup plus fort que la moyenne de la France. Notre empreinte industrielle reste la plus forte de tous les manufacturiers du monde, en France et en Europe. Nous avions 15 sites industriels qui fabriquaient des pneumatiques ou des produits nécessaires pour les pneumatiques. Nous en aurons maintenant 13 bientôt. Et nous sommes le premier producteur industriel majeur de pneus neufs du marché automobile en Europe et en France. Et Michelin est aussi le premier manufacturier de pneus en Italie. En face de nous, nous avons un concurrent italien, mais nous sommes, nous, le premier manufacturier de pneus en Italie, et nous sommes aussi le premier manufacturier de pneus en Espagne. Alors maintenant, si on va sur les cas plus spécifiques de Cholet et de Vannes. Je l'ai dit dans une précédente audition, le site de Cholet, malheureusement, est le plus cher du monde pour les pneumatiques qu'il fabrique. Sur une base 100, on va prendre que les sites européens, sur une base 100, si Michelin est à 100, le site polonais est à 82, et le site italien est à 76. Sur une même base 100, aux États-Unis, une usine aux États-Unis avec des coûts de production aussi élevés est à 80 et une autre usine aux États-Unis est à 89. Je les cite parce que derrière, il faut aussi comprendre que la politique de Michelin, c'est de fabriquer en local ce qui se vend en local. Donc,
On fabrique en Europe ce qui se vend en Europe et on fait très peu d'exports de continent à continent. Très peu d'exports. Donc on n'utilise pas nos capacités en Thaïlande pour aller exporter vers l'Europe. On n'utilise pas nos capacités brésiliennes pour aller exporter vers l'Europe. On utilise nos capacités brésiliennes pour faire l'Amérique du Sud et un peu d'Amérique du Nord, mais on fait très peu de choses. Le schéma structurel du déploiement de Michelin dans le monde aura toujours été d'utiliser l'Europe comme base d'exportation pour aller conquérir les marchés dans le reste du monde. Et pas l'inverse. Donc, par exemple, nous avons été pendant des années net importateurs en Chine. Notre vitesse de déploiement en Chine était supérieure à la vitesse de déploiement de nos capacités de production. Alors, depuis plus de 10 ans, et en fait, ça fait 20 ans que le site de Cholet nous préoccupe, mais la décision de fermeture est toujours une décision qu'on prend en dernier recours, après avoir exploré plusieurs solutions. J'ai été en charge, cette usine, je l'ai visitée mon nombre de fois. On a essayé de la faire grandir, on a essayé de moderniser les outils de production, on a essayé de faire plein de choses pour sauver ce site. Mais aujourd'hui, le site de Cholet, donc entre 2015 et 2024, en 2015, vous prenez le coût de revient industriel de Cholet à 100. En 2019, 4 ans plus tard, il était devenu 104. Bon, il y avait 4% d'augmentation du coût de revient, pas de grosses difficultés. C'est un site qui a une capacité nominale d'environ 5,6 millions d'enveloppes. Donc c'est un site de taille moyenne, sur lequel, en 2015, nous étions capables de la charger à 77%. Et d'ailleurs, en 2019, comme les coûts n'étaient pas tellement différents, on arrivait aussi à la charger à 77%. Mais en 2024, le coût de revient, il est passé à 163. Donc il a pris tout d'un coup, il a pris 60 points par rapport à notre référence 2015 ou 2019. Et là, c'est plutôt la même chose. Et en même temps, en face, nos prix de vente, eux, ils n'ont pas cru à la même vitesse. Parce que ça, c'est l'environnement compétitif que nous rencontrons en France et en Europe, qui fait que les prix de vente ont été plus tassés. Donc les prix de vente, en 2015, étaient à 100, pour un coût de revient à 100. En 2019, on était à 108, donc notre marge on avait pu augmenter notre marge. Donc ça, c'était bénéfique. En 2024, ils étaient à 149 par rapport à un coût à 163. Là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et le taux de charge de notre usine, je vous rappelle que nous avons pris la décision en dernier recours, avec une décision qui a été prise en novembre 2024. Le site était déjà sous-chargé. On n'était plus qu'à 2 millions d'enveloppes. On avait perdu des parts de marché. Le marché s'est aussi effondré, a migré vers des sites dimensionnels plus grands que techniquement notre capacité de production, que nos outils de production sur l'usine de Cholet sont capables de fabriquer. Et donc la conjonction de ces deux phénomènes-là fait qu'on s'est posé la question en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à sauver ce site de Cholet, sachant que l'ensemble de nos autres sites européens se sont aussi retrouvés déchargés, alors qu'ils sont tous beaucoup plus compétitifs que le site de Cholet. Et donc, parce que nos pertes de parts de marché, parce que l'effondrement des marchés et la migration des marchés a fait que nos taux de charge de nos usines moyens en Europe a largement baissé. Alors, quand je vous dis qu'on fait toujours tout ce qu'on peut pour essayer de trouver des solutions pour chacune des usines et d'éviter d'avoir à les fermer, on a investi massivement dans l'usine de Cholet. Depuis 2015, on a mis 133 millions dans cette usine. Si on avait voulu la fermer il y a très longtemps, on n'aurait pas mis tout cet argent. D'ailleurs, dans le plan de restructuration dans lequel nous sommes impliqués, on va faire ce qu'on appelle un write-off, c'est-à-dire qu'on va passer directement au compte des résultats des éléments d'actifs qui sont dans cette usine. Et c'est plusieurs dizaines de millions qui vont passer directement dans le compte de résultats parce que derrière, on a investi et ça n'a pas servi à permettre à cette usine de rester compétitive. Et depuis 2019, sur les 133 millions, il y en a 54,5 qui ont été mis dans cette usine depuis 2019. Donc l'usine de Vannes, c'est un autre phénomène. L'usine de Vannes, c'est un site qui fabriquait des câbles métalliques, de renforts métalliques pour les pneumatiques poids lourds. Nos câbles sont des câbles très spéciaux, nous les fabriquons en interne. Mais nous avons perdu des parts de marché massives en Europe en poids lourds, presque plus importantes que sur la camionnette et en tourisme camionnette, par le phénomène des imports chinois et le fait que l'Europe n'a rien fait pendant des années pour protéger ses marchés. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle nous avions une surcapacité massive de pneumatiques poids lourds,
en Europe. D'où la fermeture de 3 usines en Allemagne, d'où la fermeture d'une usine en Pologne, d'où la fermeture aussi d'une usine en Chine pour fabriquer des pneus poids lourds. Là, on a été obligé de réduire fortement la voilure partout en poids lourd. Et d'où la fermeture de La Roche-sur-Yon en 2018. Donc nous sommes retrouvés avec 3 usines. Une usine en Allemagne, une usine à Vannes et une usine à Épinal, qui fabriquent toutes les 3 la même chose, des câbles de renfort pour le pneu poids lourd. Et aucune de ces usines n'était chargée à plus de 50%. Donc quand vous vous retrouvez face à un outil industriel sous-chargé comme ça et non productif, après derrière vous vous dites, est-ce qu'on a la possibilité de recharger chacun de ces sites à une échéance de temps courte? Et la réponse était non, et donc on en a pris la décision de se dire, OK, il faut qu'on regarde autrement ces choses-là. Et quand on regarde le site de Vannes, c'était celui qui est le plus challengé parce qu'il est le plus excentré par rapport à l'Europe. Il est le plus à l'ouest. Et donc, par rapport au barycentre de nos ventes en Europe, il était moins bien placé. La localisation de ses clients, de ses fournisseurs et le poids des frais fixes qui impactent la performance du site, d'où la décision de fermeture. Mais nous avons aussi décidé de fermer une usine en Allemagne qui fabriquait les mêmes choses. Donc, une décision de fermeture, c'est une décision grave, qui a toujours des conséquences très sérieuses pour les personnes, pour un territoire. Et donc, c'est toujours une décision qu'on prend en dernier ressort et on se donne le temps avant la fermeture effective. Donc, on prévient, une fois qu'on a pris la décision, à ce moment-là, après avoir bien sûr consulté les syndicats, regardé les choses et avoir exploré toutes les autres possibilités, une fois qu'on a pris la décision, on se donne en général entre 1 an et 1 an et demi, ou voire 2 ans, avant de fermer de la manière effective pour pouvoir remplir un de nos 2 engagements. Fort, à chaque fois qu'on ferme un site, on prend 2 engagements. Le premier engagement, c'est d'accompagner chaque salarié pour qu'il retrouve un futur professionnel stable. Donc on met en place des cellules psychologiques, on met en place des cellules d'accompagnement pour les projets professionnels, on essaye de reclasser au maximum les personnes en interne chez Michelin, mais ce n'est pas toujours possible parce que les personnes n'ont pas forcément la mobilité géographique adaptée pour pouvoir aller dans un autre site Michelin. Nous avons, donc ça c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est de revitaliser le territoire et de recréer toujours au moins autant d'emplois stables que ceux qu'on a détruits sur une zone donnée. Donc, le premier dispositif sur l'engagement vis-à-vis des salariés, nous avons un engagement, vous l'avez signalé, avec un accord PSE qui a été signé le 24 mars. Vous pouvez bientôt conclure parce qu'on a pas mal de questions à vous Alors, poser. je vais conclure. Donc, on reviendra certainement sur le PSE, on reviendra là-dessus. Et sur l'engagement du territoire, il y a une très bonne dynamique, mais qui ne pouvait être enclenchée qu'une fois que le PSE avait été signé. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'au moment où on décide, pour respecter les lois, il faut respecter un certain calendrier et une certaine mise en ordre des choses. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de marques d'intérêt des entreprises. Et Michelin Développement, qui est la filiale qui s'occupe de ça, Michelin Développement est toujours en train de regarder comment et quel type d'emploi on va remettre. Il ne s'agit pas de remettre des emplois éphémères sur un site. Il s'agit de remettre un emploi qui va durer, on l'espère, des décennies à la place de celui qu'on aura traité. Les pistes de réflexion pour améliorer la compétitivité, elles sont simples, hein, elles sont connues, mais il faut qu'on arrive à traiter ce sujet. Éviter les surcoûts de production. Coût de l'énergie, coûts salariaux, poids de la fiscalité, normes, coûts induits par toutes les normes. Il faut traiter ce sujet-là, parce que sinon, l'industrialisation de la France, ça ne fonctionnera pas. Deuxième chose, c'est arriver à travailler ensemble pour définir une véritable ambition industrielle, avec d'une formation scientifique. La France a une formation scientifique à tous les niveaux. Il ne faut pas que des super cracks de la science. Il faut à peu près tous les échelons dans la chaîne. Il faut une culture économique qui soit meilleure. Donc là, il y a un énorme effort à faire au niveau de l'enseignement, la revalorisation des métiers de l'industrie, le rattrapage des retards d'investissement, et puis vous avez un rapport Draghi qui dit exactement la même chose. Il faut le faire, il faut mettre en œuvre les recommandations qui ont été proposées par ce rapport. Et puis, le dernier élément, c'est d'avoir une politique publique qui soutienne l'émergence des innovations. C'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis. Il y a des tas de nouvelles filières qui se créent
C'est toujours difficile de créer une nouvelle technologie, de l'imposer sur un marché, et les marchés publics doivent aider à le faire. Je prends l'exemple de l'hydrogène. En ce moment, l'hydrogène, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions sur doit-on soutenir l'hydrogène ou pas. L'hydrogène, c'est un projet à 10, 15, 20 ans pour transformer la mobilité. C'est un complément indispensable à la batterie. Aujourd'hui, je suis attristé de voir que nous avons mis des investissements de plusieurs centaines de millions à Lyon pour développer des piles à hydrogène. Je suis préoccupé de voir qu'on envisage d'arrêter les soutiens. C'est comme un Boeing ou un Airbus qui décolle et auquel on coupe le carburant au moment dans sa phase de décollage. Ça ne marche pas très bien. Et le dernier élément, c'est les politiques publiques et les réglementations doivent être harmonisées, simplifiées, stabilisées. Une entreprise, Michelin, quand on investit, c'est pour des décennies. Et donc des réglementations qui changent tous les 6 mois ou tous les ans, c'est très difficile à appliquer. Avoir des directives européennes qui sont déclinées dans 27 pays européens, c'est totalement impraticable pour les entreprises comme les nôtres qui sont dans tous les pays. Et ma conclusion, c'est que le rôle des pouvoirs publics pour défendre la compétitivité et l'emploi, c'est créer les conditions pour soutenir et défendre la compétitivité des entreprises, donner envie de continuer à investir en France, et puis préparer les emplois de demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, je suis député de Cholet. Et comme tout élu de Cholet, je viens du monde de l'entreprise et de l'industrie. C'est l'ADN du territoire. Et Cholet doit beaucoup à la marque Michelin. Michelin s'est installé il y a 55 ans sur Cholet. Et sans cette installation, Cholet ne serait pas le territoire industriel qu'il est aujourd'hui. Et nous savons collectivement ce que nous devons à Michelin. Et en même temps, le territoire a été très marqué par l'annonce de la fermeture du site de Michelin le 5 novembre. Très marqué par l'annonce, très marqué par la manière dont l'annonce a été faite. Convier les salariés la veille pour le lendemain, les faire rentrer dans un grand bâtiment pour leur annoncer qu'ils vont perdre leur emploi, je pense, est discutable. Et je le dis de façon très claire, je ne suis pas d'accord avec la méthode qui a été utilisée pour l'annonce de la fermeture du site Michelin. Mais je sais ce que Cholet doit à Michelin aussi. Il faut être modéré dans la situation telle qu'elle est. Je suis interrogatif, et ça va être l'objet de mes questions, sur les raisons qui ont amené à l'annonce de la fermeture du site. Vous avez indiqué dans votre propos liminaire que sur une base d'un coût 100 en 2015, le coût était de 163 en 2024. Vous avez aussi indiqué la baisse du nombre de productions, et forcément vous y avez intégré les frais fixes qui apportent, à mon avis, une partie de la réponse à la baisse de compétitivité. Mais voilà, l'objectif pour moi, c'est vraiment de poser des questions très précises, des questions fermées, sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses précises et chiffrées mathématiques. La première question et je rappelle d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous regardent, parce que je pense que c'est important que tout le monde le sache, c'est que les questions, bien entendu, je me suis permis de vous les envoyer en amont pour vous permettre justement de préparer les réponses. En aucun cas, l'objectif est de vous mettre en difficulté, mais plutôt de me permettre à moi de confirmer mon impression qui est plutôt d'une transfert de production dans le temps. C'est mon idée. Après, voilà, je demande des chiffres pour que vous puissiez éventuellement confirmer mon idée ou me prouver que j'ai tort dans mon idée. La première question que j'ai, c'est quelle est la date de la première étude analysant la possibilité de fermer le site de Michelin. Je ne parle pas de la date de décision, mais de la première étude qui dit que potentiellement le site de Cholet, le site Michelin de Cholet pourrait être fermé. Vous faites bien de rappeler, et je vous remercie de rappeler l'importance qu'a eu Michelin pour la région de Cholet. Sur les conditions de l'annonce, je vais quand même vous dire qu'il y a un élu, un député qui, sur France Info, le dimanche, a donné une information qui a fait que nous avons été obligés de réfléchir en disant les sites
le site de Cholet et de Vannes qui reçoit cette information, des salariés, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'avait pas pris de décision et on a ce député qui, à la télévision nationale, parle de la fermeture. Ce qui fait qu'on a été obligé de précipiter les choses en disant, derrière, on s'est posé la question en disant qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant que cette information a été diffusée, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'aucune décision n'avait été prise. Et en plus, on était en discussion intense pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et ce qui explique aussi pourquoi on a été obligé de manière précipitée de faire un certain nombre de choses. À partir du moment où on a dit, en fait, on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on annonce notre intention de travailler sur un projet de fermeture. On n'avait pas d'autre choix. Après, derrière, quand vous devez recevoir 1000 salariés, parce que l'idée c'était de prendre tout le monde, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut recevoir 1000 salariés. Et sur un site, malheureusement, le seul endroit, c'est celui dans lequel on a reçu les salariés. Et les conditions étaient, il s'agissait d'être proche, de pouvoir parler avec tous les salariés d'un coup, à partir du moment où cette information avait été diffusée de manière totalement, de mon point de vue, inadmissible sur les antennes. Alors maintenant, sur la deuxième partie de la question, peut-être Fabienne, tu peux... Oui, je crois que sur la question d'études, ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que Florent Menegaux l'a exprimé, c'est-à-dire on étudie en permanence l'ensemble de notre footprint industriel. Donc on fait en permanence des études pour évaluer les questions de compétitivité. Et Florent Menegaux l'exprimait en disant on regarde les écarts de compétitivité, etc. Donc c'est un processus qui est constant. Ensuite, en ce qui concerne une décision, encore une fois, c'est une décision qu'on prend toujours en dernier recours et qui ne se prend, in fine, décider d'annoncer une intention de fermeture que la veille de l'annonce. Sur le site de Cholet, moi je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je connais ce site, que je le visite, et on a regardé plein de choses, on a fait plein de projets, et donc il n'y a jamais d'intention de fermeture d'un site. C'est à l'arrivée une conclusion de beaucoup de facteurs qui font qu'on arrive à la fermeture d'un site. Je réitère ma question et je voudrais juste une date. Quelle est la date de la première étude qui a émis l'idée de la fermeture du site de Cholet? Donc, je n'ai pas cette date-là, mais on vous la fournira. Finalement, je vais quand même poser ma deuxième question, mais j'imagine que vous transmettrez la réponse en même temps. C'est est-ce que cette étude portait sur une stratégie globale intégrant le site de La Roche-sur-Yon et le site de Vannes? Mais je pense que ça sera la même réponse. Non, pas du tout. Non. La Roche-sur-Yon ne fabrique pas du tout les mêmes choses. La Roche-sur-Yon fabriquait des pneumatiques poids lourds, qui n'a rien à voir. Et donc, La Roche-sur-Yon, c'est une opération qui a été décidée en 2018, encore une fois, à partir du moment où on a vu l'évolution. Non, ça a été effectif en 2019, mais on a décidé ça n'a rien à voir. On ne traite pas ces sujets-là en même temps. On regarde par univers de marché. Donc l'univers du pneumatique poids lourd n'a rien à voir avec l'univers de la camionnette. Et donc ces deux événements sont totalement séparés. Et non, il n'y a aucune relation qui a été faite entre tel site ou tel autre site. D'accord, donc si je comprends et que je reformule avec mes mots, il n'y a pas eu de stratégie globale à l'échelle nationale pour transférer une partie de la production à l'étranger. Non, mais pas du tout. Alors pas du tout. Merci. Vous avez abordé rapidement le sujet tout à l'heure, mais c'était une question que je vous posais, c'est à quelle date a été prise de façon définitive la décision de fermer les sites de Cholet et de Vannes, et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez aussi défini votre stratégie de communication? Non, mais notre stratégie de communication, on a été obligé de l'accélérer parce qu'il y a eu tout d'un coup cette personne qui, sur la radio nationale, a commencé à annoncer les fermetures. Et donc, juste après cette information à la radio, on a commencé à recevoir des coups de téléphone qui débarquaient de partout, de tous les salariés, qui ont dit « mais c'est catastrophique ça ». Donc, on a été complètement démunis. Donc, on n'avait pas préparé de choses particulières. Et donc, il a fallu qu'on se dise « mais qu'est-ce qu'on fait ?
qu'est-ce qu'on fait? Et c'est probablement ça, d'ailleurs, qui a accéléré les choses plutôt que de les retarder. Merci. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, que les pneumatiques, les enveloppes, c'est le terme qui est utilisé dans l'usine, produites sur le site de Michelin à Cholet, c'est-à-dire des camionnettes, des pneumatiques pour camionnettes et pour 4x4, peut être également réalisées sur 4 autres sites, un site en Pologne, un site en Italie, un site en Thaïlande et un site au Brésil? Oui, techniquement, c'est possible, mais en fait, on ne fabrique pas au Brésil pour importer en Europe, et on ne fabrique pas en Thaïlande pour importer en Europe. Donc, notre stratégie de réalisation industrielle, c'est de dire on essaie de fabriquer en Europe pour l'Europe, et on fabrique aux États-Unis en Amérique du Nord, Canada et États-Unis pour les États-Unis. Enfin, donc on n'est pas du tout dans ce type de schéma-là. Et donc oui, techniquement c'est possible. Notamment, le Brésil a une capacité de fabrication de pneus de beaucoup plus grosses dimensions, notamment pour le marché sud-américain ou le marché nord-américain, ce que n'est pas capable de faire le site de Cholet. Donc les productions de Cholet qui restent et qui sont en forte diminution, parce que malheureusement Cholet est sur des fabrications, sur des marchés qui sont en phase de déclin, ces fabrications seront reportées sur l'Italie et sur la Pologne. Je me permets de revenir sur votre propos sur le fait qu'aucun pneumatique brésilien ait pu être envoyé en France. J'ai une information différente de la part de certains salariés du site de Cholet. Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y a jamais eu 0 pneumatique du Brésil distribué ou amené en France et passant potentiellement par l'usine de Cholet? Alors, à ma connaissance, non. Mais ça, c'est à ma connaissance. Je n'ai pas connaissance de ça. Et surtout, passer par le site de Cholet, ça n'a aucun sens. Je vous pose la question. Non, mais justement je ne vois pas. Il y a eu un moment où il y a eu une pénurie forte en sortie du Covid. À un moment, il y a eu une pénurie très forte de fabrication. Donc, il est possible qu'à un moment, le site de Cholet, on avait du mal à recruter en sortie du Covid et on n'arrivait pas à produire tout ce qu'on avait à produire. Et donc, il est possible qu'à ce moment-là, on ait fait appel à des capacités à un autre endroit. Mais de mémoire, il n'y a aucune chose structurelle là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un pneu brésilien qui est venu? Honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce que vous pouvez nous confirmer par écrit, après avoir vérifié avec Zokip, cette question? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, s'il vous plaît, le nombre de pneumatiques, mais sur la version camionnette et 4x4, produites en 2014 sur les 3 sites européens, ainsi que 2019 et 2024? Alors, déjà, si vous voulez, là, je pense qu'on est de plus en plus en dehors du champ de cette commission, et donc avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il faut, on vous communiquera par écrit ces informations, mais je voudrais si c'était possible, qu'on revienne dans le champ de cette commission. Moi, ce que je comprends, c'est ces questions-là ne me paraissent pas être en rapport direct avec le champ de la commission. Ces questions ont vocation à permettre de déterminer s'il y a eu une volonté de la part de Michelin de transférer tout ou partie de la production du site de France vers la Pologne ou vers l'Italie. Oui, je ne vois toujours pas le rapport avec l'intitulé de la commission. L'intitulé de la commission, c'est de savoir si le PSE qui déduit à Cholet a une réelle liaison avec la baisse de production européenne de la pneumatique, ou si c'est juste une volonté de la part de l'entreprise de réduire sa production de Cholet en la transférant vers la Pologne. On vous donnera ces éléments, vous verrez que l'ensemble des sites de production en Europe est en phase de déclin. Parce que des éléments que j'ai à ma connaissance aujourd'hui, il y aurait une très légère baisse de production en Pologne, une stabilisation de la production en Italie et par contre une baisse importante à Cholet. Oui, mais ce ne sont pas les mêmes fabrications. Il y a une partie, la très grosse partie de fabrication en Italie concerne des pneumatiques qui ne sont pas des pneumatiques fabriquées à Cholet. Donc on parle de choses qui n'ont rien à voir. Et c'est pareil à Holstein. Holstein, c'est notre site en Pologne. Donc ces fabrications, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas les mêmes marchés. Il se trouve qu'on a des grands sites et qu'on se dit derrière qui sont moins chargés. Et donc on se dit derrière, on a en face de nous un site qui est
sur un marché face à une obsolescence technologique qui n'est plus capable de fabriquer les pneus qu'on aura besoin de fabriquer pour les vendre sur les marchés à venir, qui est sous-chargé, et d'autres sites européens qui sont aussi sous-chargés et qui ne peuvent plus exporter pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc derrière, on se dit, on va modifier les outils de production pour qu'ils soient capables d'accueillir les fabrications de Cholet. Et le taux de charge de ces usines, on vous enverra le détail, comment ils sont chargés, mais ce que vous mentionnez n'a absolument rien à voir en fait avec les fabrications de Cholet. Je suis preneur des éléments et je peux comprendre aussi que Michelin ait besoin et la volonté que ces chiffres ne sortent pas. Il est possible, si vous le souhaitez, de transmettre les éléments et nous avons un engagement de ne pas diffuser les chiffres et les peines de prison qui en découlent si des députés communiquent sont très importantes. Donc je peux comprendre qu'aujourd'hui, par un souci qui est d'ailleurs légitime de la part de Michelin, de ne pas que ce type de données soit diffusé par rapport à votre concurrence, mais voilà, on peut mettre en place tous les outils nous permettant, nous, d'avoir une vision complète sans pour autant vous mettre en difficulté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dans la même optique, m'indiquer l'investissement qu'il y a eu sur le site de Cholet, sur le site de Cuneo et le site de Austin, donc Italie et Pologne, depuis ces 10 dernières années, pour pouvoir comparer justement, toujours dans la même optique, savoir s'il y a une volonté délibérée de la part de Michelin de plus investir sur la Pologne ou l'Italie. Oui, donc on vous fournira ces informations. Encore une fois, il y a eu des investissements en Italie et à Holstein qui n'avaient rien à voir avec les investissements de Cholet. Pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, les émissions de CO2 qui sont produites pour réaliser un pneumatique à Cholet ou en Pologne ou en Italie, sachant que l'électricité, bien entendu, en France est beaucoup moins carbonée qu'en Pologne. Donc oui, donc on vous fournira ces informations. Le site de Pologne utilisait comme énergie le charbon, avec des chaudières à charbon. Il faut savoir que ça s'était hérité d'un temps ancien dans lequel en fait la chaudière de l'usine servait à chauffer l'ensemble de la ville. Et il nous a fallu beaucoup d'années pour sortir de ça. Et en fin 2024, nous sommes enfin sortis du charbon pour passer au gaz. Donc les informations sur le CO2 feront état d'émissions importantes de charbon qui ont fortement diminué depuis que nous sommes passés à une chaudière qui ne sert qu'à chauffer et à nos besoins pour l'usine et passer au gaz maintenant. Merci. Vous avez utilisé des arguments que vous avez exprimés devant la commission il y a quelques minutes, mais que vous avez aussi exprimé plus largement lors de l'annonce des fermetures des sites de Vannes et de Cholet. C'est sensiblement les mêmes arguments qui étaient pour la fermeture du site de La Roche-sur-Yon. On peut se poser la question de pourquoi, au moment où vous avez annoncé la fermeture de La Roche-sur-Yon, vous n'avez pas anticipé cette difficulté qui allait venir sur Cholet et sur Vannes, et même plus rapidement ou en complément de la question que celle-ci, vous n'avez pas transmis par écrit, vous avez abordé les sujets de difficulté aujourd'hui de charge sur l'usine de Troyes. Doit-on attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois des annonces sur d'autres fermetures de sites à l'échelle hexagonale? Alors sur la première partie de votre question, encore une fois, c'est la démonstration que nous n'avons pas de plan préétabli. Et que quand on parle de La Roche-sur-Yon, la présidente de la région, à l'époque, m'a dit « Mais est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'arrivera rien à Cholet ?» Et je lui dis à l'époque « Écoutez, aujourd'hui Cholet, ce n'est pas le sujet. Et puis, moi, je ne fais jamais de garantie sur la pérennité d'un site, parce que ça serait inconscient de ma part de le faire. » Donc, et puis, quand on ferme La Roche-sur-Yon, on espère qu'on n'aura pas à avoir d'autres choses désagréables à traiter par ailleurs, et que l'environnement réglementaire, les lois, les circonstances de marché permettront de faire en sorte que ça sera plus facile. Et en fait, 5 ans après, non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc l'environnement a continué, ne s'est pas amélioré, mais il s'est fortement dégradé. Donc ça nous a amené à repenser un certain nombre de choses, notamment en 2019, nous sommes encore en capacité de penser qu'on sera capable d'exporter à partir de l'Europe. Je rappelle que 80% des productions de la France, industrielles de Michelin en France, sont exportées en dehors de France. 80%.
Donc, bien sûr, il y a un changement important. Alors maintenant, tous nos sites en 2025, là, tous nos sites en France sont sous-chargés. Tous. Tous les sites. Donc, on a un site à Troyes, on a un site à Avallon, on a un site de rechappage à Avallon qui est chargé à moins de 45%. Parce que les pneumatiques neufs venant d'Asie rentrent à un prix inférieur au prix d'un rechappé en France. Le fait que tous nos sites soient sous-chargés ne veut pas dire qu'il y a une question sur la pérennité des sites. Bien sûr, si cette situation devait durer très longtemps, ça pourrait être problématique. Mais on a un site au Puy, on a un site à Monceau, on a un site à Bassins, on a un site... Tous nos sites en ce moment sont sous-chargés, y compris les sites qui fabriquent des pneumatiques très haut de gamme sur des procédés spéciaux qu'on appelle C3M, l'usine de Roanne ou l'usine des Gravenches, qui normalement ont été très bien chargés. Avec les difficultés du marché automobile en ce moment, tous nos sites sont sous-chargés. Et aujourd'hui, on est en phase d'analyse. Et encore une fois, il n'y a jamais de promesse ou de garantie. Mais aujourd'hui, le fait que les sites soient sous-chargés, on analyse en permanence, comme disait Fabienne tout à l'heure, les circonstances de marché pour savoir est-ce que ce qu'on vit est une chose conjoncturelle ou est-ce que c'est une chose structurelle. Et tant qu'on n'est pas convaincu que c'est une chose structurelle et sur laquelle on n'a pas d'autre possibilité que de fermer ces activités, eh bien, on ne prend pas de décision de fermeture. Merci. Question plus générale, avez-vous reçu des aides publiques pour la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP? Peut-être Alexander. Oui, bien sûr, mais alors ce sont des dispositifs qui ne sont pas en tant que tels des aides publiques, ce sont des dispositifs d'accompagnement de la formation, des choses comme ça. On pourra vous communiquer plus largement tous les détails. Donc oui, il y a eu un accompagnement, mais ça ne rentre pas dans l'acception commune d'une aide publique. Et dernière question, au cours des 10 dernières années, avez-vous bénéficié d'aides publiques avec S ou sans S? Et si oui, lesquelles et pour quel montant? Très bien, donc nous avons détaillé intégralement lors d'une audition au Sénat, la précédente audition, il y a quelques semaines, l'ensemble, ligne par ligne, mais Fabienne va vous le repréciser. Alors, je peux effectivement vous donner les grandes lignes de ce qu'on a exprimé en près de 2 heures au Sénat et on vous mettra par écrit un peu plus de détails. De manière générale, quelle est la typologie des aides qu'on reçoit chez Michelin, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises? Il y a d'abord effectivement les aides assez générales de soutien à l'emploi, c'est-à-dire l'activité partielle, les aides à l'embauche, la formation, etc., qui, comme l'expliquait M. Ménégo, permettent de faire face notamment à des ralentissements d'activité. Si on regarde le chiffre de 2023, encore une fois, j'entends bien que votre question souhaite aller plus loin. Là, je vous donne déjà en première intention les chiffres de 2023 qu'on a effectivement communiqués à la commission d'enquête du Sénat. On a reçu 10,6 millions d'aides sur une masse salariale à la MFPM de 1,5 milliard d'euros. Ensuite, il y a le soutien au mécénat et à l'apport que nous avons d'une manière sociétale. Si on regarde à la fois la Fondation Michelin et aussi les mécénats de compétences, là on est sur des déductions fiscales. Si on regarde la période des 5 dernières années, 2019-2024, on est sur un peu plus de 43 millions de déductions fiscales sur plus de 100 millions de dépenses. Bon, ça, c'est un premier volet. Ensuite, évidemment, il y a sans doute le cœur du sujet qui est les aides publiques qui sont là pour aider à la compétitivité. Et là, c'est important parce que toutes les juridictions, ou beaucoup de juridictions dans le monde, mettent en place ce type de soutien, parce que nous sommes dans une concurrence qui est mondiale et pour impacter positivement la façon dont l'industrie reste innovante. À ce sujet, c'est important de rappeler que Michelin sollicite
ce type d'aide si elles s'inscrivent dans sa stratégie. C'est-à-dire on part bien de quelle est notre stratégie et donc sommes-nous éligibles à des aides et non pas comment est-ce qu'on oriente nos projets en fonction des aides disponibles. Hein. C'est bien d'abord la stratégie et ensuite on regarde ce à quoi on est éligible. Alors on a des aides à la compétitivité de différentes natures. Déjà il y a tout ce qui va être la réduction du poids de la fiscalité. Donc ça peut être des réductions de cotisations générales, des allègements de cotisations maladie, les allocations familiales, etc. En 2023, la société MFPM a reçu 32,4 millions d'aides, toujours sur cette même assiette de 1,5 milliard de masse salariale et donc 400 millions de cotisations fournies par Michelin. Il y a eu des mécanismes de compensation au surcoût de l'énergie liés au conflit russo-ukrainien. Là, ce sont des aides directes. Là-dessus, Michelin était bénéficiaire sur 2 sites fortement impactés, Bassins sur le caoutchouc naturel et Avalon sur l'activité de rechappage. Et on a eu, sur la période 2022-2024, 4 millions d'aides qui est à mettre en relation à 129,4 millions de surcoûts énergétiques. Et donc, effectivement, on a bénéficié de cette aide. Ensuite, volet de modernisation industrielle. Comment est-ce qu'on peut, dans le cadre des investissements qu'on fait pour maintenir notre outil industriel, il y a des aides qui viennent des collectivités territoriales. La Michelin est, il faut le souligner, peu éligible. Pourquoi ? Parce que nous sommes un grand groupe et ce sont des aides qui sont plutôt fléchées sur des entreprises plus petites. Et puis parce qu'il existe au niveau européen ce seuil dit du de minimis. En 2023, sur 155 millions de dépenses, nous avons touché 1,4 million d'aides. La transition environnementale des sites, toujours sur cette assiette des 155 millions d'investissements, là on est sur comment est-ce qu'on nous aide effectivement à travailler notre décarbonation, parce que Michelin a des ambitions qui sont extrêmement claires sur où nous voulons avancer en termes de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et là-dessus, en 2023, nous avons touché 1,8 million d'euros. Et puis peut-être, sans doute, les mécanismes les plus emblématiques qui sont ceux qui visent à soutenir la recherche et le développement, qui sont absolument clés. Florent Menegaux l'a rappelé, nous avons une très grande partie de notre recherche qui se fait en France. Notre vaisseau amiral pour la recherche mondiale est en France, à Clermont-Ferrand. Et c'est c'est l'ADN du groupe Michelin et c'est ce qui doit nous permettre de rester innovants et donc de nous aider à rester compétitifs dans une concurrence mondiale qui est ce que nous avons exposé. Et donc là-dessus, sur les soutiens à la R&D, il y a à la fois des subventions sur des projets. Si on regarde la période 2020-2024, nous avons touché 14,7 millions d'euros pour des dépenses de 82 millions sur des projets de recherche. Et puis, évidemment, l'emblématique crédit impôt recherche, où en 2023, sur des dépenses de R&D de 400 millions d'euros, nous avons obtenu des déductions donc, de 40,4 millions d'euros. Et encore une fois, ces aides publiques à la R&D, elles ont vraiment pour but de nous aider à aller plus loin, plus vite dans l'innovation, de continuer à la faire en France et évidemment de favoriser aussi tous les partenariats de R&D qu'on peut avoir public-privé avec d'autres laboratoires. Voilà, encore une fois, c'est la typologie des aides. Quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur et puis on pourra entrer plus en détail par la suite. Mais peut-être en ce moment, sur l'activité partielle, il y a 0 activité partielle dans tous nos sites en France. D'accord. Peut-être justement nous envoyer les éléments par écrit, ça sera peut-être plus simple autant pour vous que pour nous. Et je me permets de peut-être demander un élément complémentaire, c'est éventuellement l'ensemble des impôts que vous payez en France aussi. Je pense que c'est important de mettre l'un en parallèle de l'autre pour avoir une vision éclairée. Et dernière question, ce que j'avais oublié, puis après je laisse la parole à monsieur le rapporteur. L'usine de Cholet disposait d'une chaudière biomasse dispose d'ailleurs d'une chaudière biomasse, mais ainsi que d'une chaudière de trigénération qui, elle, a été démontée. Avez-vous bénéficié d'aides publiques pour leur financement ? Alors, ce sont des investissements qui ont de mémoire 15 ans.
25 ans et 15 ans. 25 ans et 15 ans. Donc on va regarder. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, désolé d'avoir été assez bavard, j'avais pas mal de questions à vous poser. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est tout à fait logique que l'élu de Cholet que vous êtes ait des questions à poser. Je me permets, avant d'en poser à mon tour, je vais réduire un peu celles que j'avais à vous poser, mais beaucoup rejoignent celles qui ont été posées à l'instant par le Président. Permettre de réagir, Monsieur Ménégo, à votre remarque sur le périmètre de cette commission d'enquête. Pour être l'auteur de la résolution qui a constitué cette commission d'enquête, je crois qu'on est totalement dans le cœur de la discussion, puisque nous essayons de savoir comment il est possible, comment notre législation, comment la politique économique de notre pays rend possible le fait que des emplois soient détruits par Michelin par exemple, mais par d'autres aussi, qui pourtant, je le vois, se fixent comme objectif une marge à 15% à horizon 2030, qui a des résultats en hausse, qui a perçu des aides publiques, comme vous l'avez rappelé à l'instant, qui a en 2024 distribué à ses actionnaires 1,4 milliard d'euros de dividendes, qui a, sur le site de Cholet en l'occurrence, utilisé plus de 100 000 heures d'activité partielle financée par l'État, alors que c'est un dispositif qui est censé préserver l'emploi en cas de difficulté passagère. Donc on est, si vous me le permettez, totalement au cœur du sujet. Et donc ça m'amène à insister quand même sur une des questions posées par le Président avant d'en venir aux miennes, quand il vous demande la date de la première étude de fermeture. Le Président de la Commission ne s'était pas concerté avant. Tous ceux qui suivent ces auditions vous diront qu'on est assez rarement d'accord l'un avec l'autre. C'est la richesse et la beauté de notre Parlement et du pluralisme démocratique, mais il a indiqué vous avoir envoyé ces questions quelques jours avant cette audition. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas cette information sur la date de la première étude évoquant la fermeture du site de Cholet. Vous êtes venu d'ailleurs avec une documentation, et je vous en remercie, extrêmement fournie, extrêmement précise sur vos activités. Donc si cette date vous est revenue depuis sa question, ça nous éclairera évidemment, parce qu'il est important de savoir, et dans toutes les réflexions que nous avons, il y a aussi la réflexion sur comment on peut le plus vite possible, quand une entreprise, et c'est sa liberté, souhaite procéder à un plan social, comment on peut construire des alternatives avec les élus du territoire, avec la puissance publique, comment les organisations syndicales aussi peuvent s'organiser pour construire des alternatives. Et donc, c'est important pour les travaux de cette commission d'enquête de savoir vraiment quand est-ce que vous avez, pour la première fois, étudié la possibilité de fermer le site de Cholet. Alors, je vous remercie, monsieur le rapporteur. D'abord, il y a quelque chose que vous avez indiqué qui est faux. Les dividendes ne sont pas de 1,4 milliard d'euros. Vous avez mis des rachats d'actions au même titre que les dividendes. Ce n'est pas du tout de même nature. Et c'est même de nature totalement différente. Le dividende, c'est une rémunération d'un loyer. C'est l'équivalent d'un loyer qui est versé aux actionnaires qui possèdent des actions. Le rachat d'actions, c'est Michelin qui décide de diminuer le nombre d'actions, de réinvestir le cash, le surplus de cash, qui ne se fait jamais d'ailleurs au détriment ni des salaires, ni de l'investissement, ni de la rémunération des primes variables des salariés, ni de la pérennité de l'entreprise. Le rachat d'actions, c'est nous avons un surplus de cash, et donc on le réinvestit en rachetant des actions qui seront ensuite annulées, mais ce n'est pas du tout de même nature que les dividendes. Donc la somme des deux, c'est 900 millions plus 500 millions, qui fait 1,4 milliard. Mais ce ne sont pas des dividendes. Il y a 900 millions de dividendes et 500 millions de rachat d'actions. Oui, mais ce n'est pas 1,4 milliard. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc maintenant, concernant la date, encore une fois, non. D'abord, les dernières questions, nous les avons reçues vendredi soir. Nous sommes aujourd'hui mercredi matin, début d'après-midi. Donc oui, encore une fois, vous posez des questions comme si les choses étaient faites de manière mécanique, et ce n'est pas comme ça que ça se produit. C'est-à-dire que derrière, quand on étudie la situation d'un site, quand on fait le panorama de tous nos sites de production en Europe, Michelin, c'est 120 sites de production dans le monde. Donc quand on fait ces études-là, on regarde énormément de paramètres, on regarde l'évolution des situations, et donc on n'a pas un plan déterminé. On ne dit pas Cholet, tout d'un coup, paf, il faut s'occuper de Cholet comme ça. On regarde l'ensemble du dispositif, et ça prend plusieurs, et Vannes, et ça prend plusieurs itérations, et donc il n'y a pas de date précise sur... mais on vous fournira une date, mais je ne l'ai pas.
Oui, je ne vous dis pas le contraire, je ne dis pas que c'est une décision simple et automatique, sinon la discussion serait tout autre, mais il est évident qu'à un moment donné, dans une réunion, via une note, via des échanges, je fais l'exemple moi-même, sur une boîte mail fournie, je peux retrouver rapidement la date via quelques mots-clés. Je suis surpris qu'alors, pour le coup, que les questions du président étaient très précises, sur celle-ci, vous n'ayez pas cherché à obtenir la réponse, et j'imagine que vous avez la capacité de l'avoir, mais on sera évidemment très attentif à la réponse que voudrait bien nous fournir. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'il faudrait peut-être que les collègues puissent poser des questions et que l'heure tourne et qu'on reçoit après les organisations syndicales. Est-ce que l'argent public que vous percevez en France est mobilisé uniquement en France? Oui. La réponse première, oui. Enfin, oui. Non, toutes les aides publiques que nous recevons sont fléchées en fait. Hein. Elles ont une destination. Elles sont donc normalement oui. Enfin, j'ai pas connaissance de. Juste, c'est-à-dire que ce que vous entendez mobiliser. Dépensé, utilisé uniquement en France. En fait, effectivement, les aides publiques, elles sont conditionnées. C'est-à-dire, si vous avez des aides, par exemple, des certificats d'économie d'énergie, ce qui arrive sur les usines, ce sont des systèmes qui vous permettent de bénéficier d'incitations si vous avez effectivement, par exemple, baissé votre consommation d'énergie. Donc, il y a un lien qui est mécanique. Quand on obtient une aide pour une installation industrielle, l'aide, elle est versée par tranche en fonction de l'installation de l'installation industrielle. Si on regarde par exemple le crédit d'impôt recherche, on doit fournir la preuve du nombre d'heures effectuées par des chercheurs. Donc en fait, chaque aide est conditionnée en fonction de son usage. Peut-être que sur le crédit impôt recherche, il y a probablement, il y a peut-être des études qu'on fait avec des labos européens ou des choses comme ça. Donc là-dessus, on va vérifier, mais le principe, c'est qu'une aide qu'on perçoit dans un pays avec une destination, on respecte cette destination. Mais il y a peut-être des labos communs dans le cadre du qui ont donné lieu à des... Enfin, on a peut-être des consortiums européens qui travaillent sur certains sujets et qui précis, notamment je pense à certains labos du CNRS qui sont en collaboration avec certaines universités européennes qui peuvent avoir une fraction de la dépense qui venait du CIR. Oui, effectivement, on a le droit dans le cadre du CIR de pouvoir justifier de dépenses qui sont faites hors de France, mais ce sont des cas qui sont extrêmement encadrés parce qu'il faut effectivement que ce soit déjà de mémoire agréé par le MESRI et ce sont des montants extrêmement faibles. Ça, on peut vérifier, mais ça reste faible. C'est si on utilise effectivement un laboratoire qu'on aurait, par exemple, que dans tel ou tel pays, mais ça reste très marginal. Je vous savez que j'avais un exemple en tête, c'était La Roche-sur-Yon. Ça ne vous échappe pas, vous en avez parlé, je crois, aussi dans l'audition sénatoriale, puisque vous avez perçu des aides publiques au titre du CICE en allègement de cotisations. À La Roche-sur-Yon, vous avez investi dans des équipements qui n'ont jamais été utilisés. Est-ce que vous ne croyez pas, bon, je vais passer à d'autres questions ensuite, mais que la puissance publique sera en droit, dans son bon droit, à conditionner ces aides à des engagements clairs en matière d'emploi et de maintien de l'activité sur des sites, prenant l'exemple de La Roche-sur-Yon, parce que je crois qu'il est assez parlant pour celles et ceux qui nous suivent. Alors j'ai été interpellé par cette question. D'abord, on a fait référence dans l'audition publique du Sénat à des choses sur lesquelles moi je n'étais pas en charge. On parlait de décisions qui avaient été prises par le prédécesseur de mon prédécesseur de mon prédécesseur. Donc, je veux bien assumer toutes les responsabilités de Michelin, mais à un moment, il faut qu'on fasse attention à ne pas rentrer dans un niveau d'archives trop lointain. Par contre, sur le cas, là, on est en train de regarder plus en détail, parce qu'effectivement, s'il y avait une destination, alors pas 0 machine. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait 5 machines, et que ce que j'ai découvert, ce que j'ai découvert au moment de l'audition, c'est qu'il y avait 5 machines, et dont 2 avaient été installées et 3 étaient restées en caisse. Donc, dans ce cadre-là, j'ai dit, d'ailleurs, dans l'audition publique du Sénat, j'ai dit, en réalité, si la destination n'a pas été remplie, il aurait été logique de rembourser. Sauf que donc on est en train de regarder ce point-là, et oui, la puissance publique, vous définissez une destination, si la destination n'est pas remplie, il est logique, et d'ailleurs, dans la plupart des aides qu'on reçoit à l'heure actuelle, c'est le cas. Et si la destination n'est pas remplie, on rembourse l'argent, hein, c'est normal.
Merci. Une dernière question, comme ça je laisse la parole aux collègues. Je vais en fusionner plusieurs, donc vous aurez le loisir de répondre. Elle porte sur la fréquence et la nature de vos échanges avec la puissance publique, avec l'État, pour le dire rapidement, à la fois quand vous avez un projet de... là, vous voyez, on est vraiment au cœur du texte de la commission d'enquête. Comme ça, je vous permets de finir en étant dans les clous absolument de votre point de vue. À la fois quand vous envisagez de délocaliser une production de la France vers la Pologne ou l'Italie, est-ce qu'il y a une intervention de la puissance publique? Quels moyens mobilise-t-elle pour essayer de vous convaincre de rester? Quand on a des annonces de fermeture, Vannes, Cholet, quelle est la nature de l'intervention de la puissance publique, des propositions qu'elle met sur la table? Quelle est la nature aussi des études éventuelles que vous pouvez avoir pour étudier des alternatives à ces plans de licenciement quand ils viennent parfois de collectivités locales, d'organisations syndicales ou autres? Et enfin, quelle est la nature aussi de vos échanges avec la puissance publique? Vous avez tout à l'heure émis des préconisations, et je vous en remercie, parce que le travail de la commission d'enquête, c'est évidemment d'établir la vérité, de comprendre, c'est aussi de formuler des préconisations. Vous avez formulé des préconisations pour notre réarmement industriel, comme on dit, en tout cas pour que la France se dote d'une politique industrielle et d'une stratégie industrielle à la hauteur des enjeux du moment. Quelles sont là aussi la nature de vos échanges avec la puissance publique et de l'expertise qui est la vôtre comme grand groupe industriel français sur ces sujets? Je vais laisser Fabienne qui est responsable de cette question-là. Oui, alors peut-être juste un point pour reclarifier le transfert d'activité Italie-Pologne. Encore une fois, l'activité de Cholet, c'est l'activité résiduelle de Cholet qui va être, qui continuera à être fabriquée dans des usines dont ce n'est pas la destination première. La fabrication de camionnettes, que ce soit Holcim ou à Cuneo, c'est une partie très marginale par rapport à ce que ces sites fabriquent. Donc on n'est pas sur de la délocalisation. Effectivement, on a un dialogue qui nous paraît essentiel avec la puissance publique à tous les niveaux, que ce soit en local, et je crois, Monsieur le Président, que vous le voyez, du moins j'espère, au niveau des comités de suivi, que ce soit avec les administrations. Si on regarde tout le travail qu'on est en train de faire avec la DETS, avec la DRETS, pour justement travailler à la fois sur les suites du PSE, on annonce des dates sur le début de la signature des conventions de revitalisation qu'on espère être bien avant les dates de septembre, qui seraient les dates habituelles. On pense à une signature dès fin mai pour Cholet, et juin, juillet, on est en train d'en discuter pour Vannes. Donc c'est un dialogue qui est important pour nous au niveau local et qu'on souhaite le plus constructif possible. Monsieur Ménégo parlait de Michelin Développement, cette équipe au sein de Michelin, qui est une équipe interne de Michelin, qui va désormais, maintenant qu'on a passé les délais de la loi Florange, qui va être en charge de travailler à la revitalisation des sites. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour Michelin, ce travail de revitalisation. Et pour répondre à votre question sur le dialogue avec les autorités publiques, nous souhaitons le faire en co-construction avec les acteurs du territoire. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de travailler à un projet qui soit construit avec les acteurs locaux, parce qu'il correspond aussi aux besoins et à la vision des acteurs locaux. Et enfin, nous avons évidemment, si on regarde au niveau national, je crois que la présence de M. Ménégo, dont c'est la 4e audition depuis ces derniers mois, montre que nous sommes vraiment volontaires et demandeurs de ces échanges, parce que nous estimons qu'ils sont importants pour justement travailler à ces enjeux de compétitivité. Et donc nous avons aussi un dialogue très régulier avec les différents services de l'État pour pouvoir contribuer à la bonne clarté de la décision publique. Et ce que disait M. Ménégo, peut-être s'il y a un point à retenir, c'est travaillons ensemble pour mettre en œuvre les recommandations qui sont dans le rapport de M. Draghi, le rapport européen de M. Draghi, parce que toutes les recommandations sont là sur la façon d'avancer sur la compétitivité. Je vous remercie pour être bien clair, et c'est vraiment, je le promets à mes collègues, ma dernière question. Est-ce que vous, Monsieur Ménégo, comme président directeur général de Michelin, est-ce que vous avez eu un échange avec le président de la République, le Premier ministre, les ministres, comme ils changent beaucoup et rapidement, je ne vais pas égrener leurs noms, mais les ministres successifs du travail, de l'économie et de l'industrie, des échanges pour que la puissance publique vous manifeste sa volonté d'essayer de vous convaincre de ne pas fermer Cholet et Vannes, et si oui, quand, sous quel format?
Alors, ça ne vous aura pas échappé, effectivement, que malheureusement, la période a été un peu chahutée depuis l'été. Et donc, les interlocuteurs que nous avions ont changé plusieurs fois. Et donc, nous avons, oui, vu la puissance publique. J'ai rencontré la première étape, il n'y avait pas de gouvernement qui voulait prendre une décision, donc c'était compliqué. Ensuite, il y a eu le gouvernement Barnier. J'ai rencontré le Premier ministre, j'ai rencontré son ministre de l'Industrie, j'ai rencontré les différentes personnes pour leur expliquer la gravité de la situation d'un certain nombre de sites, en leur disant qu'on était vraiment dans une situation très délicate et que il y avait différentes possibilités à ce moment-là. Donc nous avons eu un dialogue, mais il n'y a pas eu d'échange sur quel type de solution. Et après, j'ai rencontré le ministre de l'Industrie au moment où on a pris la décision de dire on a l'intention de fermer sur Cholet et sur Vannes. Et à ce moment-là, il nous a dit, je ne vais pas relater directement ce qui a été dit, mais il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien on n'a pas pu construire quoi que ce soit. Alors, je vais prendre le cas de Vannes. Le cas de Vannes est un site qui est peu chargé depuis un moment et sur lequel on a essayé de trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, vous avez les voiles Wizamo, les voiles développées par Michelin pour décarboner le transport. On a commencé la fabrication, mais c'est une activité émergence, dans notre usine de Vannes. On a accueilli d'autres PME, PMI locales pour les mettre dans le site de Vannes, pour essayer justement de mieux absorber les frais fixes sur le site de Vannes. Donc on est en permanence en train de faire ça. On a de très bonnes relations avec les présidents de région et les présidentes de région sur ces sujets-là. Mais derrière, encore une fois, je partage très régulièrement les difficultés des sites en ce moment avec les syndicats, ils le savent. Je ne me cache pas du fait de dire que la situation française en ce moment est très préoccupante. Mais la situation de l'Europe en ce moment est très préoccupante. Et la situation du monde en ce moment est très préoccupante. Donc j'ai des discussions avec beaucoup de syndicats dans beaucoup de pays autour de la situation en disant non mais c'est pas facile en ce moment. Ça n'est pas facile. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a mes 4 collègues députés qui souhaitent poser une question et il nous reste 15 minutes. Donc, il va falloir qu'on soit tous collectivement rapides. Ce que je vais vous proposer, peut-être, c'est commencer par notre collègue Anne Le Henf, étant députée de Vannes, qui est impactée par la fermeture. Et puis après, on continuera. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'excuse d'arriver dans la commission d'enquête, mais c'était important pour moi de venir et je poursuivrai tout à l'heure avec les syndicats. Je voudrais peut-être presque témoigner de mon expérience en tant qu'élu de Vannes. D'abord du fait que c'est un choc, quoi qu'il en soit. On a moins de salariés, bien sûr, qu'à Cholet, mais c'est un choc. Mais je dois dire que dans toute chose par ailleurs, égale par ailleurs, et comme vous l'avez signalé, en tout cas à Vannes, de la manière dont je le vis, c'est que les pouvoirs publics se sont vraiment emparés de ce sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré que c'était que l'affaire du groupe Michelin. Assez rapidement, quand on l'a su, le préfet est au cœur du dispositif. Il a créé un comité stratégique Michelin. J'étais encore en réunion lundi au comité stratégique Michelin, qui est l'État avec tous ses services, toutes les collectivités, tous les échelons des collectivités locales, la CPME, la Chambre des métiers, le MEDEF. On est, bien sûr, les députés et les sénateurs sont présents. Marc Ferracci, le ministre, il suit ça à la semaine. Vraiment, j'ai des échanges avec lui. Donc ça, je veux le dire, c'est que c'est pas que l'affaire Michelin. On se dit maintenant, c'est notre affaire. Et donc, je veux le dire ici, c'est extrêmement quand même important. Mais il n'empêche qu'on est, du coup, très exigeant. Et nous, on suit vraiment à la semaine et au jour le jour les informations. Ma première préoccupation, évidemment, c'était les salariés. On a la chance, et vous l'avez dit plus ou moins lors de votre audition, Monsieur le Président, le Directeur Général, au Sénat, d'une manière un petit peu, qui avait un petit peu froissé les vannettais. On est dans un bassin de plein emploi, donc on est très optimiste sur le reclassement de l'ensemble des salariés selon le choix qu'ils auront choisi, et on les accompagnera jusqu'au bout. J'en ai fait une promesse à tous les salariés, et on le fera. Avec votre aide, bien sûr. Ce n'est pas que notre affaire, évidemment. Et puis, il y a la réindustrialisation du site, qui a une valeur énorme, puisqu'on est au bord d'un golfe, le golfe du Morbihan, et le président David Robot de l'agglomération, le préfet, sont très vigilants.
Mais il n'empêche qu'au niveau des dépenses publiques et de l'engagement public, on est également vigilant à ce que finalement les finances publiques ne soient pas trop sollicitées pour le reclassement de ce site industriel. Il va falloir être très vigilant, et on le sera, que l'argent public ne soit pas trop sollicité, parce que, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici, il a une valeur, ce site, il y a des projets, on a déjà une quinzaine d'offres d'industrialisation, mais c'est au groupe Michelin de prendre sa responsabilité jusqu'au bout de cette affaire. Oui, et merci Madame la députée. Mais bien sûr, et Michelin va accompagner, comme nous l'avons fait sur tous les sites, nous le faisons toujours. Et nous quitterons, Michelin Développement ne quittera la région que lorsqu'on aura revitalisé au moins autant d'emplois que ceux qu'on a supprimés. Donc bien sûr, on sera aux côtés, et plus on est en partenariat, plus les choses iront vite. Et je sais, par ailleurs, j'ai reçu beaucoup de marques d'intérêt pour Vannes notamment, mais aussi un peu moins, mais pour Cholet aussi. Donc, mais sur Vannes, bien sûr, on sera à vos côtés. On l'a toujours fait et on le fera. La parole est à la députée Roy, et puis après sera la députée Mercier, et après la députée de Signy. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, bonjour. Alors, je viens d'entendre beaucoup de choses. Le sujet de la commission d'enquête est justement la défaillance des pouvoirs publics dans les plans de licenciement. Je vais vous poser la question autrement. Je suis députée de Lyon. Vous avez beaucoup parlé du site de ma ville-bourg à Vallon. Moi, je vais vous poser une question très simple. À Vallon, pour l'instant, ça tourne. Pas à plein, si je vous ai bien entendu. Il faudrait quoi, dans un monde idéal, pour que jamais vous n'ayez à réfléchir sur un plan de licenciement concernant Avallon? Dit autrement, il aurait fallu quoi pour que ni Vannes ni Cholet ne ferment, dans les aides ou dans l'intervention des pouvoirs publics ou du législateur, pour que les activités puissent continuer. Mais je vous demande vraiment une projection sur l'avenir, parce que ça m'intéresse plus que le passé. Oui, Madame la députée, donc nous parlons du site d'Avallon. Le site d'Avallon, c'est un site auparavant qui s'appelait Pneus Laurent. Pneus Laurent fabriquait le deuxième rechapage. Michelin fabriquait le premier rechapage avec une marque qui s'appelle Remix. Et le pneu poids lourd, Michelin s'est construit dans les pneus poids lourds en France en développant le rechapage au même moment. Ce site était fonctionnait hyper bien. Quand je suis rentré dans le groupe Michelin, ce site était le fer de lance technologique. On avait des offres rechapées. On a été même en sous-capacité, donc on a investi massivement sur ce site. Aujourd'hui, ce site il est chargé à moins de 45% de taux de charge, et les projections ne sont pas bonnes. Pourquoi ? Parce que les pneumatiques chinois neufs sont vendus moins cher qu'un pneu sorti de cette usine, qui est très compétitive. On a des salariés hyper engagés, on a des machines ultra modernes, on fabrique des produits hyper performants, sauf que derrière, en termes de prix, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on comprenne, en Europe notamment, qu'il faut faire en sorte de faire attention à ce que des pneumatiques neufs n'arrivent pas à un prix de vente sur le marché. Le prix de vente, ce n'est même pas le prix de revient, c'est le prix de vente inférieur à notre coût de revient industriel pour fabriquer un pneu rechapé. Donc là c'est relativement simple. Hein. Donc ce dont on a besoin, c'est des règles du jeu équitables. C'est que derrière, il faut remettre en œuvre les règles du commerce mondial. L'OMC n'a pas été créé pour embêter les gens, hein, c'est pour mettre en place des règles du jeu faisables. Mais donc, moi, le site d'Avallon, et je suis toujours peiné, parce que moi, je les connais, c'est un endroit formidable, c'est une usine qui est super, qui a toutes les conditions pour fermer. On a rapatrié beaucoup de fabrication, on a rationalisé, on a fermé les outils de fabrication de pneus rechapés pour pouvoir charger cette usine. Et cette usine, aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 45%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la part du rechapé, et c'est un contresens écologique hein, en même temps, oui, parce qu'un rechapé, on prend 30% de la matière pour refaire un produit neuf quasiment. Sinon, on jette 70% de la matière. Quand on met un produit neuf à la place d'un produit rechapé, c'est un massacre écologique. Donc, mais là, derrière, on peut travailler plus techniquement, mais à l'ordre 1, il faut faire en sorte que des produits n'arrivent pas
en prix de vente, un pneu neuf ne doit pas arriver à un prix inférieur à un coût de rechapage. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est pas possible. Bien sûr. Et je dirais en complément, et c'est un sujet sur lequel on travaille, on serait retravaillé, c'est qu'on essaye de voir comment est-ce qu'en Europe, on peut avoir des leviers et des incitations à la demande pour que justement il y ait une incitation à utiliser des pneumatiques rechapés qui sont donc circulaires et qui représentent de l'emploi local et qui soient plus incitatifs. Donc là, on peut se poser des questions, les marchés publics, les incitations, etc., pour rendre la demande vers ces produits attractive. Madame la députée Mercier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle. Alors, je m'excuse pour les quelques allers-retours que j'ai dû faire dans l'hémicycle pour aller voter. Donc je m'en excuse par ailleurs. Ce n'est pas un manque d'intérêt du tout, mais c'est une obligation des députés d'être aussi, de voter en même temps qu'ils travaillent dans les commissions d'enquête. Alors moi, je voulais vous poser une question assez simple. Je sais que Michelin a une certaine expérience dans la fermeture des sites, puisque c'est pas la première fois que vous fermez un site, et c'est pas la première fois que vous fermez non plus un site en France. Alors certes, c'est pas toujours sous la marque Michelin, mais c'est d'autres marques que vous aviez achetées précédemment. Je peux prendre l'exemple de Kléber, par exemple, puisque en Meurthe-et-Moselle, nous avions une belle usine de 800 salariés qui a été fermée en 2008. Donc, je sais par expérience que vous avez l'habitude de gérer les plans sociaux et les plans de sauvegarde pour l'emploi. Est-ce que vous avez déjà une idée, une estimation du coût que cela va engendrer pour Michelin, la fermeture de ces deux sites de Cholet et Vannes, que l'on puisse comme ça avoir peut-être des éléments de comparaison par rapport au montant des aides reçues et au montant des bénéfices distribués? Peut-être que ça nous permettra de bien comprendre. Alors, le coût des deux sites, Vannes et Cholet, c'est une provision que nous avons passée, qui est publique, qui est un peu légèrement supérieure à 400 millions d'euros. Une partie, c'est les actifs qui sont passés en compte de résultats, mais la très grande partie, c'est le plan d'accompagnement social et le plan qui a été négocié avec... alors, c'est toujours une provision, parce qu'au départ, on ne sait pas, puisqu'on démarre les discussions, dès qu'on commence à discuter avec les syndicats sur... une intention possible de fermeture, on est obligé de passer une provision, donc c'est ce qu'on a fait. Mais par contre, la valeur définitive, maintenant que le PSE est signé, on aura la valeur définitive, mais c'est de l'ordre de... je ne sais pas combien... Oui. Alors, effectivement, on pourra faire la multiplication par le nombre de salariés, puisque c'est 1254 salariés sur les deux sites, et avec les mêmes conditions de départ. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a la prime légale, une prime supralégale de 40 000 €, une prime supplémentaire par année d'ancienneté, et également encore une autre prime supplémentaire selon l'âge de la personne, et également des primes, par exemple, si un salarié retrouve un emploi, mais légèrement moins rémunéré pendant 3 ans, garantit le maintien du salaire au niveau antérieur, etc. Donc c'est un plan social véritablement au meilleur standard et qui vaut à la fois pour les mobilités externes, mais aussi pour les mobilités interne. Voilà, donc on pourra affiner une fois qu'on verra la destination des personnes. Et malgré tout, il y a un sujet, parce que bon, j'ai été étonné qu'on ne pose pas la question, c'est les personnes en ce moment, que deviennent-elles, etc. Écoutez, si vous voulez déjà que je vous donne quelques éléments, par exemple sur Cholet, à date, alors que nous continuons à produire sur le site n'est pas fermé, on a déjà 71 personnes qui ont pris un poste ou prendront prochainement un poste sur notre site Michelin en France. Il y a près de 100 mobilité externe, c'est-à-dire des personnes qui ont trouvé un emploi d'ores et déjà avant la fermeture du site, et bien sûr qui bénéficient du plan et des modalités d'accompagnement, et 116 personnes qui sont éligibles à la retraite. Et Vannes, donc un plus petit site, puisqu'il employait 299 personnes au 5 novembre dernier. On a déjà 10 personnes qui sont parties en interne, 10 personnes en externe, une vingtaine de personnes éligibles à la retraite. Et vous savez, vous connaissez vos bassins, c'est-à-dire c'est des bassins attractifs où les gens sont attachés. Donc en fait, c'est pour ça aussi que tous ceux qui le souhaitaient, on leur proposait de rester dans le groupe, mais il y en a beaucoup qui souhaitent rester sur leur territoire. Je ne vous ai pas posé la question parce qu'au quotidien, on suit le dossier et qu'on a tous ces chiffres mis à jour lors des différentes rencontres avec Michelin organisées par monsieur le préfet. Voilà, c'est pourquoi j'ai préféré personnellement poser des questions que je pouvais que poser à monsieur le président. Madame, merci. Je crois que vous avez encore une question, mais il y a aussi monsieur Dessini derrière, oui, donc oui, rapide s'il vous plaît. Sur les 400 millions d'euros, juste une précision, c'est 400 millions d'euros uniquement d'accompagnement
des salariés, ou c'est 400 millions d'euros, comptant revitalisation du territoire, etc. D'accord. Le PSE, mais il y a aussi toutes les mesures d'accompagnement. On a un cabinet qui aide à travailler pour chaque employé sur son plan de requalification professionnelle, le choix d'un projet professionnel. Il y a des cellules psychologiques, donc c'est tout ça l'ensemble. Et y compris les actifs qui seront passés directement en compte des résultats et qui sortent des actifs immobilisés. Concrètement, uniquement pour les salariés, quel est le montant du PSE? On vous enverra ce chiffre-là. Monsieur Dessini, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de vous être joints à nous pour cette commission d'enquête. Effectivement, on est au cœur du sujet des problèmes de licenciement et des PSE en France. C'est un véritable problème. On parle aujourd'hui de Michelin, mais on pourrait parler de Mondelez à Château-Thierry, de Roquera, de NTN. Chez nous, sur une petite commune de 15 000 habitants, c'est 200 emplois qui vont être supprimés d'ici un an. Et c'est probablement, en tous les cas, une grande difficulté, mais probablement la perte d'un grand nombre de commerces, la vie économique locale qui va se réduire, voire disparaître. Donc, si je plante ce décor, c'est parce que effectivement, quand on a une fermeture d'un site, c'est pas seulement les emplois qui sont en cause, qui vont manquer au territoire, mais c'est tous ceux qui le font vivre à côté. Une étude avait été faite par Tereos sur le territoire qui définissait qu'un salarié qui gagne 17 € de l'heure fait vivre en moyenne 4 personnes sur le territoire. Donc quand vous parlez de 1250 salariés sur vos deux sites, en réalité, c'est près de 5000 personnes qui sont impactées par cette décision. Décision que je peux comprendre d'un point de vue économique, puisque vous avez besoin de rentabilité et de productivité et de compétitivité principalement pour pouvoir répondre à la demande du consommateur. Vous nous avez expliqué que les produits chinois étaient 2 fois moins chers sur le marché que les produits français et que même en rechappage, on était à un prix supérieur au prix neuf qui nous venait de Chine. Donc ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la France n'est plus compétitive, n'est plus en capacité, d'après vous, de pouvoir maintenir ses emplois et ses industries sur le territoire? Et qu'est-ce qui fait que la Chine, l'Inde et même les USA, puisque j'ai cru comprendre que c'était votre site le plus rentable, sont beaucoup plus compétitifs que notre pays? Eh bien, écoutez, c'est relativement simple. Vous avez un coût salarial trop élevé, un coût pour l'entreprise du salaire qui est trop élevé. Vous avez un coût de l'énergie qui est complètement non compétitif, malgré des infrastructures qui sont remarquables en France, malgré le fait qu'on ait une très belle énergie décarbonée en grande quantité, dont le prix est toujours indexé sur le prix du gaz. Donc derrière ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, vous avez derrière une complexité de fonctionnement administrative qui est colossale. Une directive européenne est déclinée 27 fois, dont une fois en France. Et quand on est en France, en général, on a une surtransposition d'une directive. Donc non seulement on a la directive, mais en plus, il y a quelque chose de plus qu'il faut mettre en place. Et derrière, on a des règles qui changent beaucoup trop fréquemment. Les investissements industriels chez Michelin, quand on met une implantation industrielle, c'est pour des décennies. Donc c'est une décision qui est extrêmement lourde. Ça prend un temps fou. Mais une fois que l'inflation elle est passée dans les salaires, c'est un vrai problème. D'accord ? Donc, et on n'a pas assez de productivité. On n'a pas assez investi dans la robotique, la cobotique. Il ne faut pas avoir peur Et à force de vouloir rigidifier l'emploi, en fait, on diminue la capacité de faire de l'emploi. Une entreprise, la vie de l'entreprise, elle est faite en permanence d'extension et de contraction. En permanence. Et moi, je ne fais que rencontrer des patrons d'entreprise. Vraiment, fermer un site, c'est un drame. C'est un drame humain. C'est vraiment un échec. Donc, c'est jamais une décision facile. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on passe notre temps à décider, on ferme, on s'en va. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Par contre, derrière, on a une réalité. Moi, j'ai la charge de 132 000 personnes dans le monde et je suis obligé de prendre soin de l'ensemble. Et donc, derrière, nous n'avons pas assez investi dans la productivité, nous n'avons pas assez investi sur les nouvelles technologies de l'information. On a un superbe réseau de start-up, mais on n'accompagne
on n'accompagne pas ces startups dans la phase industrielle, le passage à l'échelle, qui est la phase la plus difficile. C'est relativement facile d'avoir des idées, c'est un peu plus difficile de les concrétiser dans des projets avec des startups, mais c'est infiniment plus difficile de les passer à l'échelle. Et là, c'est un énorme sujet en France, et là, on n'est pas du tout adapté à ça. On est très en retard en matière de robotique, on est très en retard en matière de productivité, même si on a des salariés qui sont très bien formés. On a une valeur ajoutée cumulée historique sur les savoir-faire qui est énorme. Par contre, on a aussi une formation qui est devenue déclinante. On a dégoûté les jeunes des métiers de l'industrie. Les métiers de base. Nous, on n'a pas d'emploi non qualifié chez Michelin. Quand on prend une personne chez nous, on la forme. Et nous, c'est un sujet apprenant pour toute sa vie professionnelle. Donc, quand on va prendre une personne, on va s'engager, la former. On a réagi trop tard sur l'apprentissage. On est très en retard sur l'apprentissage par rapport à l'Allemagne, par rapport à des pays plus industriels, ou même par rapport à l'Italie. Donc, on a un tissu de TI en France qui est beaucoup trop faible. On a plein de start-up, on a 2 très grands groupes superbes. Il nous manque cette section des entreprises qui sont en train de passer à l'échelle, des ETI. On a un déficit sur les ETI. Et puis, il faut flexibiliser au maximum. On a rigidifié les lois sociales avec un très bon objectif, avec une très bonne intention de départ. Mais la concrétisation de ça, c'est que c'est devenu impossible. Le Code du travail, il a pris un embonpoint colossal. Et nous, on n'est pas des voyous. Moi, franchement, le bien-être de mes salariés, mon sujet de préoccupation principal, c'est la cohésion sociale. Et moi, je suis particulièrement embêté par le fait qu'on a oublié ça. La cohésion sociale au sein de Michelin, mais la cohésion sociale dans notre territoire, dans notre pays. C'est un vrai sujet de société. Et on n'adresse pas ces points-là. Et l'entreprise, elle a besoin de ça. Quand une entreprise vient sur un territoire, quand elle s'implante dans un pays, elle a besoin d'une société qui l'accompagne. Elle n'a pas besoin de règles du jeu. Une industrie, elle a besoin de règles du jeu stables. Elle a besoin d'être compétitive et donc de s'assurer que la puissance publique aussi s'assure que les règles du jeu des autres sont compatibles avec nos propres règles du jeu. Si nous, on fixe des règles du jeu extrêmement exigeantes, mais qu'en face, on laisse notre terrain de jeu ouvert à des gens qui jouent un jeu complètement différent, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, c'est toutes ces conditions-là. Mais après, si vous le souhaitez, nous, on passe beaucoup de temps, on peut participer à aider, à construire des règles qui permettraient de faire ça. Je suis désolé parce qu'on est déjà en retard par rapport à la suite. Voilà, je ne voudrais pas surtout prendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général, pour votre présence aujourd'hui, ainsi qu'à Monsieur Loh et Madame Guyenech. Juste pour faire rapide, pour faire une synthèse très rapide, on vous a transmis un certain nombre de demandes pour lesquelles on aspire à avoir des retours. Bien entendu, il y a plusieurs règles qui existent. La première, c'est qu'en cas de confidentialité, merci de nous en faire savoir pour que nous, on puisse en prendre connaissance et s'assurer que les informations ne diffusent pas. Je rappelle également qu'il est dans la capacité de la commission d'enquête, dans le cas présent, d'aller sur site chez vous pour vous demander des documents complémentaires, c'est une possibilité, ainsi que également au niveau des ministères par rapport au dossier de Michelin. Là, je vous donne tous les éléments qui sont aujourd'hui en notre possibilité. Je voulais également dire que Michelin est une très belle entreprise française. D'un point de vue personnel, je suis fier de pouvoir avoir Michelin en tant que tel en France. Dire que pour l'instant, malheureusement, vous ne m'avez pas donné les éléments qui me laissent à penser que ce n'est pas une volonté de transférer la production en Pologne, mais j'espère que les éléments que vous allez me transmettre va me faire basculer dans les arguments qui sont les vôtres. Et je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec nous. La séance est levée.